Donald Trump l'a récemment fait savoir, il souhaite ardemment la réélection de Viktor Orban, un grand dirigeant selon ses mots. D'ailleurs, dans quelques jours, Tucker Carlson, une figure de Fox News et du Trumpisme, sera de nouveau sur les terres magyars. Plus proche de nous, en France, Marine Le Pen et Éric Zemmour se disputent le soutien du leader hongrois, qui compte d'ailleurs aussi des partisans parmi les troupes de Valérie Pécresse, une troisième candidate à la présidentielle, qui se déroulera en France juste une semaine après les élections en Hongrie. C'est un fait, la Hongrie est devenue un modèle pour tout ce que le monde occidental compte de nationalistes, de souverainistes, de nativistes et autres néofascistes. Ou plutôt son gouvernement. Et la distinction est importante à nos yeux. Comment vit-on dans ce laboratoire à ciel ouvert du national-conservatisme ? C'est à cette question que tente de répondre un ouvrage intitulé « La Hongrie sous Orban, histoire de la Grande Plaine », publié par les éditions Plein Jour et qui sera disponible à partir du 4 février. En une vingtaine de chapitres, il brosse un tableau forcément incomplet, mais que l'on a voulu aussi diversifier que possible, de la Hongrie actuelle. Bonjour à tous chers auditeurs, vous écoutez un podcast autoproduit et enregistré dans les studios de la station de radio Tilos à Budapest le dimanche 23 janvier. En présence de 3 des 6 auteurs de ce livre collectif, auxquels s'ajouteront ultérieurement les contributions des 3 autres auteurs. Au micro, Corentin Léotard, et donc avec moi en studio, les journalistes Joël Lepavou, bonjour Joël. Salut Corentin, bonjour à tous. Et Daniel Pseni, bonjour Daniel. Bonjour à tous et à toutes. Je commence sans tarder avec Joël Lepavou. Joël, est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs ? Je suis journaliste indépendant, correspondant en Hongrie de plusieurs médias français et francophones. Je travaille pour Courrier International, pour lequel je fais des traductions et des revues de presse depuis Budapest à partir de la presse hongroise. Je suis également le correspondant du quotidien belge Le Soir, du quotidien suisse Le Temps. Et depuis mon arrivée en Hongrie fin 2013, je contribue régulièrement au site slate.fr. D'accord, et depuis combien de temps vis-tu en Hongrie ? Comme je suis arrivé en 2013, ça fait pratiquement 9 ans maintenant. Je suis arrivé fin novembre 2013, donc j'approche ma petite dizaine à Budapest. D'accord, et donc tu as choisi, tu signes plusieurs chapitres de l'ouvrage, notamment un chapitre sur l'activiste Marton Gulyás. Mais tu as fait le choix aujourd'hui de nous parler d'un reportage que tu as fait dans une petite localité du nord-est du pays. Et tu veux surtout nous parler de son maire qui est assez haut en couleur, hein, c'est ça ? Oui, et d'ailleurs, comme Marton Gulyás, il s'appelle lui aussi Gulyás, parce que c'est un nom assez répandu en Hongrie, mais lui, ce n'est pas Marton, mais János Gulyás. János, en fait, il est maire donc, de cette commune de Borsod-Bota, dans le nord-est de la Hongrie, région industrielle, industrieuse, marquée par l'histoire sidérurgique, marquée aussi par la présence des mines. János, d'ailleurs, est un enfant de mineur. Son père a travaillé dans les mines environnantes. Autour de Borsod-Bota, il y avait des mines à Kirald et à Putnok, 2 villages juste à côté de Borsod-Bota. Et János est maire de Borsod-Bota depuis 1986, donc ça fait déjà pratiquement même plus de 35 ans d'ailleurs qu'il est à la tête de la ville. Il est arrivé un peu par hasard à la tête de ce village, d'aujourd'hui à environ 800 habitants, et à l'époque il était ce qu'on appelait le tanácselnök, donc le président du conseil, on va dire, municipal local, encore sous le communisme, et depuis la chute du communisme il a été réélu sans discontinuer depuis donc 1990, et malheureusement, la chute du communisme a engendré la chute et la fermeture de nombreuses usines, mais aussi des mines locales. Et János se bat comme un beau diable pour essayer de maintenir son village en vie, notamment en accumulant des subventions européennes. Et depuis l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne en 2004, János récupère énormément d'aides pour permettre à Borsod-Bota de continuer à vivre.
Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un peu le village de Crony-Vie quand même localement? En fait, c'est un village qui est vraiment perché au milieu des montagnes. On est près du massif de des Bucs, donc dans le nord-est de la Hongrie. Et en fait, il faut s'imaginer que on a typiquement un village en fait hongrois avec les Kádár-kocka, donc vraiment les maisons de campagne typiques hongroises. On a vraiment le truc basique. On a la poste, on a quelques épiceries, 2 ou 3. On a une maison médicale dans laquelle travaille justement l'épouse de János en tant qu'infirmière, et une petite place centrale autour de laquelle s'anime le village. Et dans ce genre de village, tu le sais tout aussi bien que moi, Corentin, les voitures sont plutôt rares et on circule plutôt à vélo. Et donc, il y a une espèce d'ombre qui plane quand même au-dessus du village, c'est celle de Ózd, qui est une ville très emblématique du déclin industriel en Hongrie, qui est un peu la Valenciennes française ou quelque chose comme ça. C'est ça, alors c'est même disons en dessous du village, puisque Ózd est vraiment dans le cœur de la vallée. Moi, tu parlais de Lens ou de Valenciennes, moi ça me rappelle un peu la vallée de la Fensch, on va dire, en Moselle. Vraiment ce genre typique de ville dont le cœur battait et bat aujourd'hui toujours un petit peu au rythme des usines, mais comme je disais précédemment dans le cas de Borsod-Bota, avec la chute du communisme, tout ce système-là s'est cassé la figure. Et Ózd, c'était vraiment le cœur battant de cette activité sidérurgique, de cette main-d'œuvre qui venait de Borsod-Bota, qui allait travailler à Királda, Putnok, qui était vraiment... voilà, on avait des gueules noires, on avait des gens qui étaient dans les usines, on avait des aciéries à Ózd, dont une partie continue à fonctionner aujourd'hui, mais c'est plus vraiment ce que c'était. Et Ózd a perdu 15 000 habitants en 30 ans, donc depuis la chute du communisme. Et là où le lien était intéressant entre Borsod-Bota et Ózd, au-delà du fait que beaucoup de gens de Borsod-Bota allaient travailler à Ózd, dont János Gulyás, donc le maire à l'époque où il était ingénieur, c'est que David Janicek, le maire d'Ózd, est un cousin de János Gulyás, donc ils se connaissent par cœur. János me disait que voilà, il connaît David depuis qu'il est en culotte courte, et David lui aussi essaye de se battre pour essayer de maintenir les gens sur Ózd. Et quand je l'ai rencontré avec son maire adjoint à l'époque, il me disait que voilà, il y avait des projets d'installation de nouvelles usines, mais aussi l'arrivée tant attendue d'un restaurant McDonald's, qui est en tout cas qui marque la volonté, c'est ce que me disait David, d'essayer de maintenir les jeunes sur place, parce qu'il faut savoir qu'à Ózd, il n'y a pas beaucoup de grands magasins. Tu vois, t'as un Tesco où tu vas faire les courses, mais si tu veux, je sais pas moi, des baskets à la mode, si tu veux aller au cinéma et autres activités, sorties et divertissements, il faut que tu ailles à Eger ou il faut que tu ailles à Miskolc. Et donc Ózd, c'est vrai que depuis la fermeture des mines et des usines, c'est plus vraiment ce que c'était. Et comme tu disais précédemment, là où ça rappelle un petit peu les banlieues ouvrières du nord de la France ou de la ceinture rouge parisienne, c'est qu'on a une esthétique vraiment très réaliste, socialiste des années 60-70. Et quand on est à Ózd, on a un petit peu l'impression de voyager dans le temps. Et donc, monsieur le maire, János Gulyás, comment tu l'as rencontré? Est-ce que la rencontre s'est faite facilement, et comment t'as-t-il reçu dans son village? Alors en fait, moi j'ai trouvé János littéralement en regardant un sujet du site internet hongrois Huszonnégy.hu, 24.hu, un reportage un petit peu ironique avec une musique vraiment communiste sur le fond pour dire que c'est un gros marxiste. C'est vrai qu'il a d'ailleurs un buste de Karl Marx dans son bureau, qu'il est allé voir plusieurs fois la tombe de Karl Marx à Trèves, et que lui il revendique haut et fort son marxisme. On peut vraiment parler d'un dernier bastion marxiste, j'allais dire en Hongrie, parce que János, il est le dernier maire de Hongrie appartenant à ce qu'on appelle le Munkáspárt ici, donc le parti des travailleurs. Et la rencontre s'est faite en fait assez facilement, et ce qui était marrant, c'est que là encore on en revient au communisme, mais dès que je lui ai dit que je voulais venir le voir pour écrire en français sur lui, il m'a dit, moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, il y a un journaliste de l'UMA qui est monté me voir, enfin l'Humanité, qui est monté me voir, est-ce que tu travailles pour l'Humanité, tout ça. Je fais non, mais moi je vais faire un reportage, j'aimerais bien parler de ton village. Et puis c'est ce qui nous a permis, tu étais avec moi la première fois en janvier 2020, juste avant que le Covid, on va dire,
bouleverse durablement nos vies. Voilà, il est très affable, très accueillant. Il tenait vraiment à nous montrer tout ce qu'il a fait pour le village. Et l'un des symboles, on va dire, de sa capacité à rameuter les fonds européens, c'était, tu te rappelles, ce camion de pompiers énorme de l'association locale, un camion rouge rutilant. Et en fait, c'est un peu un aspirateur à subvention, cette association qui fait à la fois du paysagisme, de l'aménagement urbain, qui organise des voyages d'études ou des voyages pour les gens de Borchot-Bota dans les territoires voisins, en Slovaquie et autres. Là où c'est encore plus drôle, c'est qu'en fait, János, c'est vraiment le patriarche, on va dire, du village. Quand on est allé, par exemple, tu te souviens, à l'école maternelle, la puéricultrice, c'est vraiment on va dire, elle considérait János comme un intime et inversement. Le conseil municipal, on croirait que c'est une petite PME. Vraiment, János, c'est la figure marquante du village. Et c'est même pas son appartenance politique qui domine, c'est vraiment sa volonté de sortir son village de l'ornière, ou en tout cas de l'empêcher de s'effondrer comme tant d'autres dans la région. Merci Joël pour cet aperçu assez complet de ce chapitre. Hein. Tu peux nous dire aussi quels autres chapitres tu signes dans le livre ? Oui, comme tu le disais précédemment, j'ai écrit un chapitre consacré à Márton Gulyás, un autre Gulyás qui lui est... la figure du média Partizan, qui est un média qui fait des interviews politiques, des reportages de société, et qui a aujourd'hui plus de 200 000 abonnés en Hongrie, média complètement alternatif, qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans un paysage sinistré par 12 années d'urbanisme. Et je co-signe un reportage, un long chapitre sur Kubekháza, qui est un village à la frontière, triple frontière même, entre la Hongrie, la Serbie et la Roumanie, là où s'arrête net la fameuse clôture anti-migrants érigée par le gouvernement de Viktor Orban au moment de la crise des réfugiés en 2015. Et dans ce chapitre-là, on évoque notamment la figure de Robert Molnár, qui est un maire, disons, conservateur modéré, ancien proche de Viktor Orban, ancien député en coalition avec le gouvernement de Viktor Orban entre 1998 et 2002, et qui depuis 2002 dirige ce petit village que je vous invite tous à aller voir. On aura compris que tu aimes bien les mers. C'est un chapitre que tu signes avec Hélène Bienvenue, avec qui nous serons tout à l'heure. Alors je me tourne vers Daniel Pseni, qui est l'auteur de 2 chapitres dans cet ouvrage, de 3 chapitres, pardon. Daniel Pseni, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Je suis depuis très longtemps journaliste parisien, français. J'ai commencé ma carrière de journaliste en 1977, donc ça remonte à très loin, et j'ai fait de très nombreux journaux à Paris, dont Le Matin de Paris, Libération, et je suis resté 21 ans au Monde, après quoi j'ai pris ma retraite il y a 4 ans maintenant, en 2018, le 1er janvier 2018. Mais bon, pour moi, c'est pas une retraite, c'est administrativement que c'est la retraite. Je me présente en retrait, puisque je continue à travailler, à observer ce qui se passe en Hongrie, où j'habite depuis maintenant 2014. Et je suis marié en Hongrie depuis cette date-là, et j'y habite, et je retourne à Paris de temps en temps. D'accord, et donc dans l'ouvrage La Hongrie sous Orban, tu signes notamment un long chapitre sur la photographie en Hongrie, sur cet art de la photographie. Mais dans cette émission, tu vas nous parler d'un autre chapitre sur une expérience tout à fait extraordinaire après la Seconde Guerre mondiale en Hongrie, Gaudiopolis. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, comme toutes les histoires extraordinaires, elles commencent par un hasard, enfin, quand on les découvre. Moi, je suis assez récent en Hongrie, donc je commence à apprendre l'histoire. C'est une longue histoire, un peu compliquée, mais c'est très passionnant. Et au hasard des lectures, des rencontres, tout simplement, on découvre des aspects de la vie ou de l'histoire hongroise dont on n'avait jamais entendu parler, ce qui a été le cas avec Gaudiopolis. Donc, en résumé, pour pas un peu spolier toute l'histoire, parce qu'elle est vraiment très passionnante, c'est l'histoire d'un pasteur qui s'appelait Gabor Stello, qui était un pasteur d'une trentaine d'années dans les années 40, et sa paroisse, lui avait demandé, il était un peu anticonformiste, il s'entendait pas très bien, et lui avait demandé de s'occuper, s'il pouvait, de
de protéger les juifs en fait et les enfants surtout, juifs mais aussi de toute confession, et de les sauver de ce qui se passait à Budapest, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à Budapest, à la fin de la guerre, il y a eu une répression contre les juifs qui a été féroce. Dans les années, dans les mois de juin 44, il y a eu 600 000 juifs qui ont été raflés ici à Budapest, et de nombreux enfants. Et il faut bien se dire que quand ils ont été déportés à Auschwitz-Birkenau, c'était des trains tous les jours, enfin plusieurs trains par jour de wagons, à tel point que quand on va à Birkenau, il y a un quai qui s'appelle le quai des Hongrois, parce que c'est là qui débarquait et qui était gazé. Et donc Gabor a essayé de sauver plusieurs juifs. Personne ne savait trop en fait où aller. Il y avait un ghetto près de la synagogue qui existait. Et lui, il a ouvert ses portes de son bureau d'abord, et il a commencé à travailler avec les consuls, Raoul Wallenberg, le consul suédois, et Karl Lutz, le consul suisse, qui eux aussi ont sauvé beaucoup de juifs. Alors c'est une utopie qu'il a essayé de construire dans Budapest, parce qu'à cette époque-là, si on se remet dans ce bain, c'était quand même terrible ce qui s'y passait. Et donc il a réussi à rassembler une partie des familles juives, mais il a pris simplement les enfants. Et donc il s'est installé dans une maison qu'un de ses amis, il habitait pas loin, qui était un riche industriel, lui a légué sur la colline de Buda. Et donc tous les enfants qu'il a ramassés en fait dans les rues, qui traînaient dans les rues, c'était des enfants jeunes, de 3 à 12 ans. Il les a mis dans cette maison. Il y avait quelques filles aussi. Il les a installés. Il y avait 3 maisons, une maison principale, et puis il en a fait un petit village. Avec pour les protéger des nazis et des croix fléchées, parce que les croix fléchées étaient très très présentes à Budapest et pourchassaient tous les juifs. Et donc il en a fait cette protection un peu diplomatique quasiment, où ils étaient intouchables. Et au lieu de les laisser comme ça, juste les protéger, il leur a dit, maintenant il faut s'organiser dans cette maison. Et donc il a fait une utopie qui était une société autogestionnaire finalement, socialiste quasiment avant le nom. Et il les a organisés, les enfants y ont pris goût, enfin c'était un sauvetage inespéré pour eux de pouvoir s'insérer, et donc ils ont construit une petite société avec un gouvernement, une monnaie, une police, une justice, et puis un premier ministre. Et puis ils ont administré ça. Alors le pasteur n'était toujours pas très loin, mais il les laissait faire quand même, et donc il y avait cette autogestion où tout le monde pouvait y participer, il y avait beaucoup d'activités. La seule limite, mais qui a été levée un peu plus tard, c'est que les filles, elles y participaient pas, elles n'étaient pas interdites, mais enfin elles n'étaient pas les bienvenues, et donc elles avaient une maison à part, mais elles se sont révoltées comme tous les enfants. Enfin, il y a eu cette société complètement incroyable d'enfants, mais qui vivaient pas à l'écart, enfin qui voyait très bien ce qui se passait en ville, mais simplement c'est que le pasteur, il aimait faire ça, et il accueillait tout le monde, c'est-à-dire que qu'on soit juif, chrétien, protestant, enfin tout le monde était accueilli, et notamment il y a eu un enfant qui avait 17 ans quand il est arrivé à une époque, et c'était Laszlo Keverhadzi, et donc il y avait à l'époque 200 enfants dans la maison à Gaudiopolis. Alors Gaudiopolis, c'est l'île des enfants, enfin et lui, c'est Laszlo, c'est assez étonnant comme histoire, parce que son père c'était un collaborateur des Croix Fléchées, et donc il avait poursuivi beaucoup de juifs, et quand il est arrivé dans la maison, quand il a frappé à Gaudiopolis, le pasteur l'a accueilli sans problème, il lui a pas demandé, il savait à peu près que c'était un fils de collaborateur, et donc lui il a été super surpris parce qu'il arrivait de France, enfin, sa mère l'avait expédié pour qu'il échappe au front de l'Est, enfin des histoires individuelle très très étonnante, et donc il est rentré et été intégré dans cette société à Gaudiopolis, et il en est devenu le Premier ministre, et c'est lui, du fait de son âge. Et il y a eu beaucoup d'enfants. Alors l'intérêt, c'est que comme ils étaient jeunes, à notre époque, on peut encore les rencontrer. Il y a des survivants, il y a des vivants. C'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu as pu rencontrer des anciens citoyens de cette République ? Exactement. Enfin, il en reste plusieurs, et ce qu'il faut préciser, c'est que ces enfants qui étaient dans la rue complètement
complètement à l'abandon, sont devenus par la suite médecins, journalistes. Il y a même eu un prix Nobel de chimie qui a été décerné à un des enfants. Et moi, j'ai rencontré Andor Andrassy, il a aujourd'hui 88 ans. Alors, comme les histoires extraordinaires, les rencontres se font d'une manière un peu extraordinaire. Moi, je l'ai rencontré à Sarajevo, au Festival du film de Sarajevo, en 2019. En fait, ma femme, qui est productrice, il présentait un film en sélection d'une histoire aussi assez étonnante d'une vieille dame de 90 ans qui s'appelle Eva Faidi et qui est une ancienne danseuse et qui a monté un spectacle avec une jeune danseuse de Budapest et qui en filigrane de cette répétition de spectacle, elle a 90 ans, la jeune femme avait 30 ans, raconte son histoire tragique de Budapest où elle a été arrêtée, elle est juive, elle a été arrêtée par les nazis et déportée à Auschwitz, elle en est revenue. Et donc c'est très émouvant, très 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 passionnant. Et le mari de Eva, c'est donc Andor Andrassy, son surnom c'est Bandy, et il était là, 88 ans, il a une belle tête avec des grosses lunettes qu'il portait déjà, il m'a raconté après déjà à Gaudiopolis. Et on a commencé les entretiens chez lui à Budapest, là près du musée Pétofi, et il a, dans son appartement couvert de livres, de bibliothèques, de papiers, d'images, de photos, c'est la vraie mémoire de Gaudiopolis. Et il déroule, il l'a fait beaucoup de fois dans des documentaires, il l'a fait dans des écoles aussi, il racontait son histoire, il fait la mémoire de ça. Et tous les ans, ils se réunissent avec les survivants et les anciens de Gaudiopolis pour commémorer la mémoire de Gabor. Et c'est très émouvant parce que toute cette histoire, lui, il avait 11 ans quand il a été récupéré par Gabor avec son frère qui avait 3 ans. Et Gaudiopolis s'est arrêté en 1954 parce que les autorités communistes qui avaient été installées à Budapest avaient d'autres choses à régler de mise en place dans le pays que de s'intéresser à Gaudiopolis, qui n'était pas de leur tasse de thé, comme on peut dire, qui était plutôt autogestionnaire, échappant à tout contrôle. Mais enfin, quand même, en 54, les autorités mises en place par le pouvoir, par les soviétiques, de fait, sont intervenus à Gaudiopolis pour les expulser, et donc tout le monde s'est retrouvé à la rue. Et qui est-ce qui l'a expulsé? C'est Matyas Rákóczi, qui était, comme il se présentait, le meilleur disciple de Staline à Budapest, et donc ils ont décidé de supprimer ça. Alors ils ont faire une porte de sortie à Gabor en lui disant peut-être qu'il pouvait s'occuper d'autre chose, mais lui il savait très bien que sous le pouvoir communiste il avait aucune chance de pouvoir réitérer son utopie, et donc il est parti en Suisse rejoindre sa famille à Zurich. Il a eu des problèmes de santé, il est mort là-bas. Il a été élevé au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, quand même juste parmi les justes. Il a une statue quand même à Budapest, à des terres qui est très belle. Enfin, c'est une statue un peu abstraite, mais qui remémore son action. Et donc tous les ans, il y a cette commémoration. Ce que j'ai remarqué quand même ici, c'est que l'histoire à Budapest, enfin en Hongrie, était connue par les anciens, mais très peu finalement connue par les jeunes générations. Et ça a sauté en fait une génération avec sous le communisme c'était complètement ça n'existait pas. Et après petit à petit on a commencé à apprendre. Et ce qu'il faut remarquer quand même dans cette histoire, c'est que il y a une répression des Juifs très très forte. En Hongrie, ça a été un des pays quand même où il y a eu une très très grosse répression, et que malgré tout ici, il y a quand même cette vie communautaire qui, on en parle dans le livre. Il y a un chapitre là-dessus sur les Juifs. Oui, il y a Thomas Lafitte qu'on aura tout à l'heure, qui nous racontera sa rencontre avec une survivante de la Shoah, Katalin Sommer, qui a été sauvée par Raoul Wallenberg dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Et ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que il y a cette vie communautaire, il y a cette grande synagogue à Budapest, il y a beaucoup de synagogues, il y a beaucoup de rappels de la mémoire de la lutte des Juifs contre le nazisme. Et donc,
il y a une vision un peu faussée en Europe, de se dire, bon, la Pologne, la Hongrie, enfin les pays, ex-pays de l'Est sont antisémites. Il y a de l'antisémitisme, simplement. Mais c'est que maintenant, l'antisémitisme, si j'ose dire, est passé à l'encontre des Roms. Et donc, c'est les nouveaux persécutés en Hongrie. Et les Juifs sont installés d'une façon intégrée totalement à la société hongroise. Et dans cette mémoire, elle est pas du tout bafouée ou reléguée ailleurs. Et c'est ce que me rappelait d'ailleurs Bandy dans nos discussions, c'est qu'on était autour de 2015, quand, il rappelait l'afflux des réfugiés à Budapest en 2015, et il disait, voilà, nous on a été sauvés, enfants, on était complètement abandonnés à la rue, il y a eu quelqu'un qui s'est levé et qui nous a sauvés, et il comprenait pas pourquoi on pouvait pas récupérer des gens, ou les intégrer, ou les sauver, ou les créer. D'accord, donc effectivement, dans l'ouvrage La Hongrie sous Orban, il y a un chapitre consacré à l'inauguration d'une synagogue qui raconte un peu ce que tu disais, Daniel, c'est un peu le regain de la vie communautaire culturelle juive à Budapest. Tu mentionnais aussi également les Roms. On a un chapitre coécrit par moi-même, Corentin Lothar et Hélène Bienvenue, qui revient sur cette vague de meurtres qui avait frappé les communautés roms à la fin des années 2000. Et dans le chapitre que je me propose de vous présenter maintenant, que j'ai écrit, on va essayer et je vous invite à interagir parce que vous avez vu ça de vos yeux aussi. J'essaie de replonger le lecteur à l'été 2015, à la gare de Keleti, où se cristallise la crise des migrants. Alors dans cette gare, c'est la gare de l'Est, dans le souterrain, ça agglutine plusieurs milliers de personnes. Au plus fort, au début septembre 2015, il y a jusqu'à près de 10 000 personnes qui sont entassées là-dedans dans des conditions sanitaires très déplorables. Le gouvernement leur refuse toute aide. La municipalité, qui à l'époque de droite, consent tout juste à mettre à disposition quelques sanitaires et quelques douches pour se nettoyer. Mais bon, la situation est pas reluisante. À la frontière, continue d'affluer tous les jours entre 5 et 10 000 personnes. À la frontière, notamment au niveau de Kübek-Aza, dont Joël Lepavou et Hélène Bienvenue parlent aussi dans le livre. Et de Röszke aussi, qui est justement l'épicentre, on va dire, de la crise migratoire, et là où le gouvernement Orban bloque, ou en tout cas essaye de contenir ces réfugiés, et comme tu disais, Kübek-Aza, le bout de cette clôture anti-migrants érigée, ou en tout cas entamée en septembre 2015, à l'été 2015, pardon, qui s'étend sur 175 km sur toute la frontière serbo-hongroise. Voilà, le tableau est très sombre à cette époque. C'est le 15 septembre, la Hongrie scellera enfin sa frontière avec la Serbie en dressant cette clôture de barbelés qui est devenue aujourd'hui le symbole de l'urbanisme et qui depuis a essaimé dans les Balkans où il y a beaucoup de clôtures anti-migrants et aujourd'hui en Pologne, en Lituanie. Donc voilà, c'est cet été 2015 où vraiment Viktor Orban s'est révélé aux yeux du monde et qui aujourd'hui essaime un peu partout en Europe, me semblait un moment important à rappeler. Mais dans ce tableau sombre, je dirais que c'est un peu comme l'histoire de Gaudiopolis. C'est-à-dire qu'on a sur place à Keleti, il y a quand même un mouvement d'entraide et de citoyens, de bénévoles qui sont quelques dizaines, peut-être quelques centaines, et qui vont décider de prendre, de faire ce que les pouvoirs publics ne veulent pas faire, c'est-à-dire nourrir les personnes, leur donner des tentes, des sacs de couchage, organiser. Et vous étiez aussi à la gare Keleti à l'époque. Moi, je sais que j'allais presque tous les soirs pour rencontrer les Afghans, les Syriens, qui avaient tous des histoires assez difficiles. Hein. Les familles qui racontaient leur traversée de la mer Égée en train d'écoper dans les bateaux pneumatiques, qui montraient leurs traces de maltraitance quand ils étaient passés dans les prisons de Bachar al-Assad, des fois des blessures par balle.
Donc tout ce qui avait des histoires dures et émouvantes et qui accueillait vraiment que ce soit les journalistes, les bénévoles ou les gens qui s'intéressaient à eux. Et voilà, on pouvait passer des soirées ensemble je dirais, fraterniser en fait. Il pouvait même y avoir des soirs, des belles ambiances quand des bénévoles projetaient des films pour les enfants, il y a plein d'activités qui étaient organisées pour les enfants, des clowns, etc. Donc évidemment, je pense que tous les gens qui sont passés par Keleti gardent un très mauvais souvenir de leur passage, mais voilà, il y avait quand même quelques touches d'humanité et d'espoir, et beaucoup ça rejoint l'histoire de Gaudiopolis. Beaucoup des bénévoles étaient des descendants de victimes ou de rescapés de la Shoah. Et qui souvent expliquaient que voilà, de par leur histoire familiale, ils s'étaient sentis un devoir de venir en aide aux personnes qui en avaient besoin aujourd'hui, parce qu'ils auraient aimé que leur famille, à l'époque, reçoivent la même aide. Donc ça, c'était quelque chose... voilà. Et par exemple, je sais que Daniel, toi, tu étais passé à Keleti. Est-ce que voilà, le tableau que j'en fais correspond à tes souvenirs? Tout à fait. Non, c'était très impressionnant parce que de voir toutes ces familles rassemblées là dans le sous-sol. Et moi, j'ai assisté après au départ en train aussi, où il y avait un peu d'affolement parce que personne ne comprenait très bien où aller, comment ça se passait. Il n'y avait pas d'informations. Donc, de voir ces enfants, ces femmes, ces hommes complètement perdus en même temps et qui savaient pas enfin, leur but c'était l'Allemagne, bien évidemment, mais il n'y avait pas de destination. Et ce qui m'avait frappé beaucoup, c'est le côté inverse aussi. Un des soirs à Keleti, il y avait un match de foot Hongrie-Roumanie, je crois, qui était... C'était Hongrie-Roumanie, j'étais au stade et ensuite je suis allé au camp de réfugiés. Et avant le match, plusieurs dizaines de supporters en noir étaient venus manifester devant, faiblement retenu par la police qui était là en train de regarder, et ça avait manqué un peu basculer s'ils avaient pu passer la rue et aller sur l'esplanade. Et donc il y avait toujours voilà, ce rappel de dire que rien n'est fini quand même, parce qu'il y avait cette solidarité que tu expliques très bien, et de l'autre côté il y avait quand même cette réaction de dire bah oui, mais on est chez nous comme on dit maintenant et on veut pas voir. Et ces hommes en noir en train d'hurler un Vinet plein de bière même, ça faisait un peu bizarre, mais heureusement bon, ça s'est bien fini. Ils ont pu partir, alors sur des conditions politiques compliquées aussi, parce que c'était Orban qui voulait pas qu'il reste surtout, et donc tout ça c'est passé bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même il y a cette solidarité qui existe en Hongrie, quoi qu'on en dise. Tout n'est pas rose, mais simplement il y a quand même cette société qui, avec son histoire, sa mémoire, qui est capable de répéter des gestes. Bon, moi j'ai raconté Gaudiopolis, toi tu racontes les réfugiés à 60 années de distance. Il n'y a pas eu un pasteur qui est venu et dit bon bah je vous prends tous. Mais bon, l'histoire change, mais elle continue, je pense. Et cette mémoire, elle est très importante que nous on ait pu la rappeler en écrivant. Je pense que c'est aussi ce que Joël Le Pavou a vu à Kubek Casa avec la personne de Robert Molnar. Oui, bah c'est ça, c'est Robert en fait, enfin Robbie pour les intimes, m'expliquait que l'histoire des réfugiés de 2015 et le fait que le gouvernement Orban veuille les bloquer manu militari, ça lui rappelait ce qui s'était passé à l'époque des guerres de Yougoslavie où notamment les Hongrois de Voïvodine, donc du nord de la Serbie, fuyaient la conscription obligatoire et pour ne pas se retrouver pris dans les taux de la guerre, passaient notamment par Kubek Casa, donc par le même endroit où sont passés les réfugiés de 2015, ou en tout cas une partie de ces migrants-là, pour fuir là aussi une guerre, tout comme les réfugiés de 2015 fuyaient les combats en Syrie et les catastrophes au Moyen-Orient. Et moi, j'ai des souvenirs aussi assez marqués de Keleti en 2015. J'étais encore très frais à Budapest. J'étais là depuis même pas 1 an et demi. Et j'habitais à Újpest, donc dans le 4e arrondissement, au nord de la capitale. Et lorsque je revenais d'un reportage en ville, je prenais tout le temps le bus 20E qui partait de Keleti et qui allait jusqu'au centre d'Újpest. Et je voyais
disons, ce groupement de personnes dont tu parlais tout à l'heure, Corentin, dans ce souterrain de Keleti qui, je crois, à l'époque n'était pas encore totalement rénové. C'était encore le souterrain à l'ancienne. Et cette mobilisation de personnes de bonne volonté, bénévoles, associatifs, membres d'ONG, qui essayaient de donner du pain, un peu à boire à ces familles, finalement. Parce que le gouvernement Orban a tendance à diaboliser les migrants en disant que ce ne sont que des hommes, j'allais dire presque assoiffés de sang ou qui veulent propager le djihad. Mais moi, ce que j'ai vu à Keleti, c'était surtout beaucoup de femmes et d'enfants, beaucoup de personnes complètement perdues, ne sachant pas vraiment où aller et qui n'avaient qu'une envie, comme le disait Daniel à l'instant, c'était d'aller en Allemagne. Et moi, je me souviens, par exemple, alors je n'ai pas assisté à la scène dans son entièreté, mais je me rappelle de ce moment où les migrants décident d'eux-mêmes de prendre la route à pied et de partir sur l'autoroute M1 en direction de Vienne, jusqu'à ce que finalement l'Autriche décide d'ouvrir ses frontières et qu'on entende le fameux aussi Wir schaffen das d'Angela Merkel, où ces migrants-là, prenant la route vers l'Autriche, sont finalement récupérés en bus pour être emmenés vers Vienne, puis la suite vers l'Allemagne. J'avais fait quelques kilomètres à pied avec un groupe au départ de Budapest et ça avait été un très beau moment de solidarité. Il y avait des camionnettes qui ravitaillaient les gens qui les suivaient pour les ravitailler en cours de route et aussi pas mal de gens qui étaient sortis de chez eux d'eux-mêmes pour donner des bouteilles d'eau, des sandwichs à manger. Voilà, donc ça avait été un moment très très fort. On va écouter un intermède musical. C'est Dorina Tokac, alias Deva, qui joue le morceau Witchcraft. Vous avez écouté un morceau de Dorina Tokac. Nous revenons à ce podcast consacré à l'ouvrage La Hongrie sous Orban, Histoire de la Grande Plaine, publié aux éditions Plein Jour et disponible à partir du 4 février. Nous sommes toujours en studio avec Joël Lepavou, Daniel Pseigny et moi-même, Corentin Léotard. Et maintenant, je me tourne vers la journaliste Hélène Bienvenue, qui a signé plusieurs chapitres de l'ouvrage, dont un reportage dans un petit village qui survit grâce à des fromagères autodidactes, ou encore un reportage dans la très sulfureuse fondation Mathias Corvinus. Mais là, Hélène va nous parler d'un géographe à qui l'on doit la découverte récente et spectaculaire de la tombe du sultan ottoman Soliman le Magnifique. Et donc, par extension, elle va aussi nous parler du rapprochement, lui aussi spectaculaire, entre la Hongrie de Viktor Orban et la Turquie de Erdogan. Bonjour Hélène, peux-tu te présenter aux auditeurs et nous raconter ce qui t'a amené à écrire ce chapitre ? Oui, alors donc moi je m'appelle Hélène Bienvenue, donc je suis journaliste. Actuellement je suis basée à Varsovie, mais j'ai vécu à Budapest et j'ai été basée là pour mon travail en tant que journaliste entre 2010 et 2019. Où donc j'ai bien connu mes camarades et collègues du Courrier d'Europe centrale.
et j'ai eu l'occasion de couvrir un certain nombre de sujets pendant toutes ces années phares et fastueuses du régime d'Orban, comme on l'appelle. Et parmi les sujets qui m'ont peut-être le plus marqué et que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans l'ouvrage commun, c'est la découverte et la rencontre aussi de Siget-Vár et de son passé fastueux, prestigieux, avec Soliman le Magnifique qui est décédé. Et donc c'est à Siget-Vár, dans cette petite ville au sud de la Hongrie actuellement, très proche de la Croatie, quasiment à la frontière, qui est donc décédé un des plus grands guerriers du continent européen, donc Soliman le Magnifique, monarque à l'époque à la tête de l'Empire ottoman qu'il a énormément élargi, et notamment de conquêtes hongroises qu'il a faites à partir du XVIe siècle. Et donc, ce qui m'a peut-être le plus intéressée dans cette histoire, c'est de ce mélange des genres, en fait, entre aujourd'hui une petite ville assoupie de 10 000 habitants qui attend toujours des fonds qui ne semblent pas arriver, parce qu'aujourd'hui la ville est gérée par l'opposition d'une part, et puis parce que surtout sa jeunesse est partie, qu'il n'y a pas énormément de possibilités d'emploi et qu'elle est mal reliée au grand pôle urbain, ne serait-ce qu'avec la ville de Pécs, dont elle est proche, mais elle est quand même à plus de 45 minutes parfois en voiture. Donc aujourd'hui, c'est une petite ville que tout le monde semble avoir oubliée, mais qui a été le théâtre d'un événement marquant de l'histoire hongroise et de l'histoire européenne, qui est donc le siège de Siget-Vár, qui remonte à 1566. À cette époque, donc, le Soliman le Magnifique et ses troupes ottomanes se battent contre la Hongrie, contre le royaume de Hongrie de l'époque. Et donc, on retrouve notamment, face à Soliman, le croate ou hongrois, en tout cas considéré comme hongrois évidemment par les Hongrois, mais qui est d'ascendance croate, donc qui s'appelle Miklos Zrinyi, qui lui mène les troupes de la chrétienté, et qui vont se battre de manière héroïque, mais elles vont perdre face donc à Soliman le Magnifique. Donc ça va être un carnage pour ces troupes croato-hongroises. Et il se trouve que Soliman le Magnifique décède la nuit même de la fin quasiment de la fin du siège. Mais lui, il décède de sa belle mort. Donc il n'est pas du tout mort dans les combats. Mais c'est une catastrophe pour les Ottomans, qui ont extrêmement peur de perdre la bataille si jamais la nouvelle se répandait de la disparition de leur sultan. Et donc, ils décident de cacher cette nouvelle pendant 48 jours, et ils vont tout simplement enterrer les entrailles et le cœur de Soliman sur place. Donc à quelques encablures de la tente du sultan. Et ils vont transporter le reste du corps à Constantinople selon le rite en vigueur. Et donc ce lieu va devenir un lieu de pèlerinage en fait pour l'Empire ottoman et pour les musulmans de cette partie du monde pendant plusieurs décennies. Avec on va construire donc une fois qu'on aura annoncé la mort du sultan bien sûr et qu'on sera passé à autre chose côté ottoman, on va ériger dans cette Hongrie occupée par les Ottomans jusqu'en 1699, on va ériger un mausolée sur place. Il y aura aussi un cloître derviche. Il y aura une espèce de toute petite minicité cultuelle en fait, très 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 populaire auprès de cette partie de la population.
Et donc on venait de loin, quoi, pour tout simplement rendre hommage à Soliman et puis à ce lieu important dans l'histoire ottomane. Et puis tout simplement, l'histoire a complètement oublié cette partie-là de la Hongrie, puisqu'on a, au fur et à mesure, avec la reconquête des Habsbourg et la reprise donc de la Hongrie auprès des Ottomans, eh bien cette partie de l'histoire et cette géographie va tomber dans l'oubli. Les Habsbourg vont se servir sur le site. Les paysans du coin vont aplanir le site pour pouvoir tout simplement pratiquer l'agriculture. Donc on va tout enterrer en fait au fur et à mesure, et puis à tel point qu'on verra plus rien, absolument plus rien de ce site. Et d'ailleurs, on s'en souvenait à peine. Disons les Hongrois eux-mêmes savaient qu'il y avait eu cet épisode-là de l'histoire et qu'il y avait eu le décès de Soliman et qu'il y avait eu sans doute ses entrailles qui avaient été enterrées, mais on n'en savait pas la localisation exacte. Et donc c'est là qu'intervient Norbert Pape, qui est un géographe, professeur d'université à l'université de Pécs, donc à proximité de Szigetvar, qui a toujours nourri une passion pour le monde ottoman et pour l'histoire ottomane, l'héritage ottoman en Hongrie, qui décide avec une équipe de chercheurs passionnés, et d'ailleurs passionnants, tout simplement de repartir à la conquête de ce site et d'essayer de le localiser à tout prix. Ils étaient persuadés que c'était faisable avec les moyens modernes. Donc ils ont mis toutes leurs ressources à disposition. Ils ont bénéficié d'un petit financement turc au départ pour se lancer dans des recherches géodésiques, laser, reconstruction logicielle, un gros travail historique aussi, d'archives bien sûr pour croiser les sources. Et grâce à tous ces éléments, ils ont tout simplement réussi à retrouver ce site du mausolée de Soliman, donc le site où il avait été enterré. Et ils se sont lancés dans des fouilles archéologiques à partir de 2015. Ils ont déterré un certain nombre d'éléments du site lui-même, et puis ils ont réussi à reconstituer donc le vrai visage de cet endroit, et l'ont révélé en Hongrie et à la presse internationale. Et donc ça a fait la une des journaux en Hongrie, et puis ça a beaucoup intéressé la presse aussi internationale en 2016 notamment, donc c'est qui était l'année de la découverte, et donc à 100% on était sûr d'avoir localisé le site. Et c'est comme ça que donc Norbert Pape et son équipe ont été un peu propulsés, on va dire, sur la scène médiatique, et qui sont toujours aujourd'hui très engagés dans ces recherches, qui sont des recherches de long cours. Et il se trouve qu'à cela s'ajoutent aussi des éléments géopolitiques, notamment le fait que Viktor Orban s'est beaucoup rapproché de Erdogan pendant ces dernières années, et la Hongrie a même rejoint une organisation qui s'appelait le Conseil et qui est maintenant devenue l'organisation des États turciques. Donc la Hongrie est maintenant un membre observateur. Et Viktor Orban a tout simplement embrassé cette théorie qui était jusqu'à présent assez mise en avant par l'extrême droite du Jobbik, celle des origines uniques de la Hongrie, en disant que la Hongrie descend de Attila les Huns, que nous avons des origines turques,
ce qui n'est pas avéré par un certain nombre d'experts, d'historiens, de linguistes, etc. Mais il se trouve que actuellement c'est une théorie qui sert bien le discours et les relations extérieures de la Hongrie. Donc on retrouve tout ça dans ce chapitre qui, j'espère, vous intéressera. Bonne lecture. Merci Hélène. Au revoir. On passe à un autre chapitre du livre. Je me tourne vers Jehan Pomro, qui habite à Pécs et a décidé d'écrire un chapitre sur un personnage très haut en couleur que j'avais eu la chance de croiser à Pécs il y a une quinzaine d'années, qui est un chanteur de rock qui s'appelle Zoltan. Et Jehan, tu as écrit un portrait très complet de cet ami qui t'est très cher. Et est-ce que tu peux raconter aux auditeurs qui tu es et comment tu as fait ce chapitre? Bonjour, merci de l'invitation. Je suis content d'être là, je suis content de faire partie de ce projet, surtout que je ne suis ni journaliste ni écrivain. Je vais me présenter rapidement avant de parler du chapitre que j'ai écrit dans cet ouvrage. Je m'appelle Jehan et j'ai débarqué en Hongrie en 2003 dans une ville qui s'appelle Pécs, une ville du sud de la Hongrie, assez méconnue et pourtant très agréable à vivre. C'est un peu le Marseille hongrois. Je suis venu enseigner le français. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à organiser des concerts, ce que je faisais déjà avant de venir en Hongrie. D'organiser des concerts pour des groupes français, d'abord en Hongrie, puis dans les pays alentours, et je suis devenu tourneur en fait pour des groupes français et internationaux, agent de groupes en tout genre, allant de Eric Truffaz à Ezekiel, en passant par Fishbone et plein d'autres. Je me suis retrouvé après à travailler pour des institutions culturelles de la ville, dont la capitale européenne de la culture. Pécs a été capitale européenne de la culture en 2010, donc j'y ai travaillé à la programmation. Aujourd'hui, je travaille pour une boîte française qui s'appelle Believe, qui a le vent en poupe en France comme à l'international, qui s'occupe de distribution numérique, qui distribue donc des albums sur Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et je m'occupe des marchés hongrois, roumains et de tous les marchés des Balkans. Voilà, donc Corentin m'a contacté l'été dernier, à un moment où le projet était déjà relativement avancé, et m'a fait part de son souhait d'avoir un chapitre qui serait consacré à la musique, donc consacré à un groupe, à un artiste, et m'a demandé si je souhaitais y participer. Je lui ai dit oui, et j'ai réfléchi quelques jours à qui pourrait être le sujet de ce portrait, vu que je connais pas mal beaucoup d'artistes et de groupes locaux, même parmi les groupes les plus célèbres. Et j'en suis venu à la conclusion, finalement, que je préférais faire le portrait de quelqu'un que je connais de plus près, qui est pas forcément, qui est pas un musicien connu, mais que je connais très bien et qui a une histoire un peu qui sort un peu des sentiers battus. Ce musicien, il s'appelle Zoltan, et quand on débarque à Pécs en 2003, je dis on parce que Corentin aussi a vécu à Pécs, c'est là où on s'est rencontrés. Donc quand on débarque ici à Pécs, Zoltan tient un bar, il est serveur dans un bar incroyable qui s'appelle le Kino Café. Ambiance Tarantino, des musiques incroyables. Zoltan avec sa classe naturelle, ses rouflaquettes, ses chemises western, ses Santiago en croco, fait le DJ toute la soirée. Il passe vraiment de la musique. La musique incroyable. Shazam n'existait pas à l'époque, donc on était sans arrêt en train de lui demander de nous écrire le nom des groupes. Et donc ce bar vit au rythme de Zoltan, c'est-à-dire que si Zoltan est fatigué et qu'il a envie d'aller au lit à 11h, eh bien, il ferme son bar à 10h30, et par contre s'il est de bonne humeur, les soirées finissent à 6h, 7h, 8h du matin, et Zoltan rince tout le monde.
Donc c'est un personnage important de mes premières années. Et Zoltan a un groupe, donc il nous en fait part les premiers mois de notre rencontre, et il nous invite au premier concert de son groupe. C'était donc en octobre ou novembre 2003. On est allé le voir, c'était une soirée super sympa. Un groupe qui avait ni queue ni tête, mais on sentait du potentiel, surtout dans Zoltan, qui a un organe, une voix incroyable, extrêmement basse, des morceaux psychédéliques sans queue ni tête. Voilà. Et puis je me lie d'amitié avec ce mec, même s'il parle pas anglais et qu'on se comprend assez difficilement. Il sait que j'ai ramené un accordéon dans ma besace, dont je sais pas me servir encore. J'avais acheté ça juste avant de venir en Hongrie sur un marché. Je sais pas en jouer. Et il me tanne pour aller en répète avec eux. Je refuse pendant 2 ans, et puis finalement fin 2005 je me retrouve à aller à une de leurs répètes, à placer des notes sur leurs morceaux qui sont déjà beaucoup plus structurés que lors de leur premier concert. Ça colle, et le groupe démarre, commence à tourner en Hongrie en 2006, jouer au Sziget dès la première année, on sort un album, on commence à jouer à l'étranger, en Autriche, en Slovaquie, en Suisse. On se retrouve à faire une grosse tournée en France en 2009, et puis de fil en aiguille à jouer de plus en plus en France, à se faire repérer par des festivals, des tourneurs, un label. Donc on a passé beaucoup de temps en France, on a fait plus d'une 50aine de concerts, pour info. Et voilà, donc c'est le portrait de ce bonhomme-là, qu'aurait pu devenir rockstar, qui avait tout qui avait aussi bien le physique que la voix pour le devenir. Et c'est un parallèle entre le Zoltan de l'époque et le Zoltan d'aujourd'hui. Le groupe finalement n'a pas percé. Ils se sont séparés au plus mauvais moment, en 2009, au moment où ils avaient 60 concerts par an, ce qui était sûrement trop pour tout le monde, mais surtout pour Zoltan. En fait, on arrivait à un point où lui ne voulait pas vendre son âme au diable, il refusait des passages radio, télé, etc. Bref. Et puis finalement le groupe se reforme 1 an après, mais avec des ambitions revues à la baisse. Donc ça reste un loisir, et puis même si le groupe connaît quelques succès relatifs, ne devient jamais un groupe très connu, surtout en Hongrie. Et ce chapitre décrit le bonhomme, donc qui croit toujours, presque 20 ans après le début du groupe, qui croit toujours au fait qu'un jour ou l'autre le groupe va percer. Il croit toujours au fait que tous les groupes qui cartonnent autour de nous seront oubliés dans 5, 10, 20 ans, et qu'on restera un des seuls groupes hongrois dans les annales. Donc c'est quelqu'un qui nous fait sa prophétie régulièrement, et les musiciens qui croient pas trop, mais qui croient même pas du tout, mais qui respectent sa foi. Et Zoltan, malgré ses au moins 30 kilos pris ces 20 dernières années, qui a toujours la même foi, toujours la même patate sur scène, mais qui vit modestement, qui vit de petits boulots, qui est actuellement déménageur, donc il n'a jamais trop pu mettre d'argent de côté. Il fait, au lieu de faire la tournée des clubs, il fait la tournée des supermarchés pour gratter 20, 30, 50, 100 forints où il peut. Mais c'est quelqu'un de vrai, qui croit toujours autant en son groupe, et qui pense chaque année que l'année suivante va être la bonne. Voilà. En dehors du portrait de Zoltan, ce chapitre a aussi voulu faire une espèce de parallèle entre le pitch de la bonne époque, donc des années où on est arrivé ici, où je suis arrivé ici au début des années 2000, et le pitch d'aujourd'hui, avec donc 30 000 habitants en moins.
une activité culturelle débordante à l'époque et qui se retrouve aujourd'hui avec des institutions culturelles démesurées qui ont été construites et fondées pour la capitale de la culture et qui sont plus vides que jamais. Donc c'est un peu entre guillemets la déchéance d'une ville de province qui était très 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 agréable à vivre, qui l'est toujours, mais qui a beaucoup perdu de sa superbe. Voilà, pour résumer. Merci Jehan, vous avez eu la chance d'entendre en fond sonore aussi quelques vocalises de Zoltan, le chanteur de Psycho Mutants. Et enfin, je me tourne vers Thomas Lafitte qui va nous raconter sa rencontre émouvante avec Kathleen Sommer, qui est rescapée de la Shoah en 1944, qui a été sauvée par le juste Raoul Wallenberg. Bonjour Thomas, peux-tu te présenter aux auditeurs et nous raconter cette rencontre ? Merci Corentin, bonjour à tous. Ravi d'être là pour présenter ce chapitre qui effectivement revient sur la vie poignante, le parcours poignant de Kathleen Sommer, qui est une survivante de l'Holocauste. Donc déjà une des motivations premières pour écrire ce chapitre, c'est quand même un état de fait assez général que les survivants de l'Holocauste, il y en a de moins en moins, qu'il est toujours bon de récolter leurs témoignages. Surtout que, et là pour évoquer un peu quand même les difficultés d'écriture de ce genre de témoignage à destination d'un public francophone, c'est que l'Holocauste a des spécificités nationales. En fait, on pourrait dire qu'il y a la manière dont ça s'est passé varie d'un pays à l'autre en Europe. Donc évidemment, le public francophone est familier de l'histoire de l'Holocauste dans du pays dans lequel ils ont grandi, mais ce qui s'est passé en Europe centrale, au-delà de l'image des camps en Pologne ou en Allemagne, on en sait généralement peu de choses. Et l'histoire de l'Holocauste en Hongrie, c'est quelque chose c'est vraiment rempli de paradoxes, du début jusqu'à la fin. Faut savoir que la Hongrie, tout le long de la guerre, c'est le pays qui déportait le moins ou quasiment pas de juifs, de population juive vers les camps de la mort. Donc en Hongrie, l'Holocauste a été très tardif, mais foudroyant, puisqu'il s'est quand même produit et a éliminer la majorité de la population juive de Hongrie. Et donc tout plein de paradoxes parce que c'est ça qui est très difficile de rappeler dans un chapitre, tout le contexte historique. Faut savoir que la Hongrie, c'est le premier pays européen à passer une loi antisémite en 1920. Il y a un numerus clausus qui est appliqué, qui restreint l'accès de l'université aux étudiants d'origine juive. Et la Hongrie, qui est à l'époque gouvernée par l'amiral Horthy, c'est également le premier allié d'Hitler. L'amiral Horthy, c'est le premier dirigeant à se rendre officiellement en visite à Berlin pour voir Adolf Hitler. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que en Europe centrale, la Hongrie, c'est le pays où les Juifs se sont le plus assimilés. En Hongrie, la culture hongroise et juive sont totalement amalgamées. On peut pas vraiment distinguer les deux, parce que bien souvent les intellectuels, les artistes hongrois sont très souvent également d'origine juive. Une situation très différente de la Pologne par exemple. Donc tous ces paradoxes, énormément d'éléments un peu contradictoires au premier abord, qui font que c'est une histoire très difficile à comprendre. Donc il a fallu un peu démêler tout ça, tout en gardant évidemment le récit de Kathleen Sommer qui rend le chapitre vivant. Le but c'était évidemment d'écrire une histoire vivante, poignante,
Mais à un moment, il faut s'arrêter pour expliquer, bon, mais ça c'est dû à ça et ça et voilà. Mais donc ça c'était également une des raisons pour entreprendre ce chapitre, d'autant que à l'heure actuelle, il y a énormément de problèmes vis-à-vis de cette mémoire. Alors bon, finalement ça surprendra pas en particulier les lecteurs français où encore aujourd'hui les débats sur ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, voilà, ça revient dans le débat public. Et en Hongrie, il y a des problématiques plus ou moins similaires, en particulier vis-à-vis du rôle du parti des Croix fléchées, donc le parti pro-nazi hongrois qui finit par prendre le pouvoir en 1944. Donc leur rôle est quand même assez largement ignoré par la population hongroise. Et aujourd'hui, le Fidesz, Viktor Orban, leur politique mémorielle jette de l'huile sur le feu et brouille un peu tout ça. Hein. Donc c'était ce chapitre, ça revient quand même sur des enjeux très actuels, des enjeux de mémoire très actuels. Par exemple, il y a cette affaire d'une statue dans le 12e arrondissement, une statue du taureau, un oiseau légendaire hongrois. Qui est un symbole cher au parti, aux milices nazies de l'entre-deux-guerres, qui défraie régulièrement la chronique. Hein. Bon, ça c'est une autre histoire, mais on est sur des enjeux vraiment actuels parce que le Fidesz s'approche quand même je veux dire, ils ont changé la constitution hongroise pour rappeler qu'à partir du moment où les troupes allemandes sont entrées dans le pays en 1944, eh bien, c'est à ce moment-là que la Hongrie avait perdu sa souveraineté. Donc, c'est un très grand débat parce que qui lirait ça, qui se voit informer que, oui, les troupes allemandes sont entrées en Hongrie en 1944, peut-être que cette personne ne saura pas que la Hongrie était en fait alliée d'Hitler. Donc, c'est une histoire vraiment compliquée que le Fidesz ne se prive pas de simplifier à outrance. Et finalement, en fait, en parlant à Katalin Sommer, elle résume à elle seule tout ce qu'on lit dans les manuels d'histoire, et notamment sur le rôle des croix fléchées. En fait, le témoignage de Katalin Sommer, c'est vraiment le témoignage d'une victime des croix fléchées, puisque jamais finalement jamais, quasiment pas, hein, elle utilisera le mot, elle ne parle pas des Allemands en fait, tout au long de son récit, les bourreaux, elle parle des Nyilas, elle parle des membres de ce parti hongrois des croix fléchées, et en fait elle en parle tellement qu'au bout d'un moment elle a fait une erreur, elle parlait du fait que son père justement est mort dans un camp de la mort, et elle a dit qu'un Nyilas, qu'un membre des croix fléchées l'avait battu à mort. Alors que évidemment non, puisque dans un camp le camp de Flossenburg, il n'y avait pas de croix fléchée. Mais voilà, donc on voit bien que pour elle, les bourreaux c'était ces Hongrois, membres du parti des croix fléchées. Donc le titre du chapitre, ça revient sur un moment fort, un moment où elle aurait pu être jetée dans le Danube, fusillée et jetée dans le Danube. À ce moment-là, c'est une petite fille de 5-6 ans, mais elle y échappe. Donc là, je ne vais pas révéler comment elle a pu se sauver de cette situation, mais c'est un moment fort de son récit. Et puis, elle finit avec les membres de sa famille qui lui restent. Elle en perd beaucoup au passage dans le ghetto juif, et finalement, les soviétiques arrivent, elle s'en sort. Donc il y a cette partie du récit de la survivante des croix fléchées et de l'Holocauste, mais ce qui est aussi très intéressant dans la vie et le témoignage de Katalin Sommer, c'est elle résume tellement de choses à elle seule de l'histoire hongroise. Elle a vraiment une vie typique du cadarisme où totalement apolitisée, on se soucie pas de la politique, et quand même une vie marquée par un progrès évident dans ses conditions matérielles. C'est quelqu'un qui aussi, c'est une des pionnières de la télévision. C'est quelqu'un qui a toujours vécu à Budapest, qui jamais elle ne parlerait de cette période-là, jamais. Elle en parle vraiment de manière positive, d'une vie tranquille, sans trop de soucis, où évidemment on parlait pas de l'Holocauste, c'est-à-dire qu'elle n'en a jamais parlé, ce qu'elle regrette, puisque elle aurait aimé en parler davantage avec ses membres de la famille qui avaient plus de souvenirs qu'elle. Mais donc là encore un élément classique des survivants qui n'en parlent pas avec leur famille en fait, hein, qui n'en parlent jamais.
Donc voilà cet aspect qadarien totalement apolitisé, et aussi maintenant un aspect très actuel de cette génération de gens qui ont survécu à la guerre, qui ont passé le communisme vraiment à la hongroise en se souciant bien peu de politique, et qui maintenant sous Orban d'un coup se découvrent un engagement politique inébranlable. Et donc Katalin Sommer est une fervente supporter de Gyurcsány Ferenc et de son parti DK. Et maintenant, elle est plus engagée en politique que jamais. Donc voilà, un parcours très intéressant. Moi, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce chapitre. Je suis moi-même franco-hongrois. J'ai vécu à Budapest quelques années. J'y passe encore une bonne partie de mon temps. Et redécouvrir cet aspect-là de l'histoire hongroise, ça a été vraiment... Il y a beaucoup de choses que je savais, mais beaucoup de choses que j'ai appris également. Et c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé écrire ce chapitre. Voilà, merci beaucoup Thomas. Et sur ce, nous concluons ce tour de présentation de l'ouvrage La Hongrie sous Orban, Histoire de la Grande Plaine. L'émission était enregistrée à Budapest le 23 janvier dans le studio en compagnie de Daniel Pseni. Merci à tout le monde. De Joël Lepavou. Merci Corentin, merci à tous. De moi-même Corentin Léotard. Nous avons pu écouter aussi les ajouts sonores d'Hélène Bienvenue, de Jeanne Pomereau et de Thomas Lafitte. Nous vous encourageons à acheter et lire cet ouvrage collectif, paru et publié chez les éditions Plein Jour, en partenariat avec le Courrier d'Europe centrale. Avant de nous quitter, je fais un grand merci à Fabien qui a produit et monté ce podcast. Et pour se quitter, nous écoutons le groupe Omega et son titre Petroleum Lampa. A fény, a tűz, hogy láss az éjszakába. Petróleum lámpa, milyen szép a lángja. Kémlelt éjeket, sok lepkét megégetett, és tűnt sok-sok-sok hazugságot. 100 év rálépett